Moi, c'est Clément, je suis cheminot au Technicentre de Châtillon. Je suis dépanneur dans la climatisation, je suis aussi un petit peu électricien. Fils de cheminot, mon père est cheminot. Ma mère travaille en maison de retraite, elle est AMP en maison de retraite. Et voilà, enfin, j'ai eu un parcours assez particulier lié à la SNCF notamment. Voilà, j'ai fait ma troisième dans un internat pour enfants de cheminots à la SNCF. Et après, je suis rentré en fait au CFA, Centre de formation des cheminots enfin, en gros SNCF. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Ça fera presque 10 ans que je travaille, donc c'est un parcours assez atypique. Comment j'ai été amené à faire de la politique? Bah, ça a commencé en 2018, donc le 22 mars, où il y a eu le rapport Spinetta qui est tombé. On annonçait en fait la privatisation de la SNCF, le transfert du personnel. Beaucoup de colère ce jour-là. Moi, je me rappelle au Technicentre, on a fait une HIS. Donc, il y avait une HIS commune entre la CGT, Sudrail, l'UNSA. Et où voilà, il y avait quand même beaucoup de monde. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de monde à une HIS à ce moment-là. Où voilà, on était près en fait de 150 à 200. On s'est tous réunis au réfectoire. Et, euh, et ce jour-là, voilà, toutes les interventions, c'était de la colère. On sentait qu'il y avait une tension dans l'air, que voilà, les cheminots étaient prêts à en découdre. Et c'était spécial, quoi. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. On savait pas comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler. Et c'est vrai on a tous été un peu sous le choc, quoi. C'est-à-dire impulsés par une intersyndicale. Donc il y avait une unité syndicale par le haut. L'histoire de cette grève, c'est ça qui est une expérience assez flagrante pour moi, qui m'a convaincu de militer politiquement. C'est que c'est l'histoire de l'unité syndicale par le haut contre l'unité syndicale des travailleurs par le bas, enfin voilà, de tous les travailleurs par le bas. Et c'est ça qui est particulier avec cette grève, c'est que même aujourd'hui, euh, moi je sais que j'ai fait les 3 mois de grève reconductible de début avril jusqu'à fin juin, et que peu importe le résultat, aujourd'hui je referai ces 3 mois de grève tellement qu'ils sont riches en enseignements. Ça a montré plein de choses, voilà, dont des expériences aujourd'hui qui sont précieuses pour notre classe. Enfin, qui organise les travailleurs, enfin voilà, qui montre un peu l'intérêt de faire de la politique et les limites du syndical. En fait, c'est hyper démonstratif ce mouvement-là. Voilà, où on voit en fait au début le calendrier de grève perlé quand on commence la grève. Voilà, au début ça fonctionne. Il y a un peu, en fait, on va dire une surprise des cheminots où on nous vend voilà une grève à l'économie, c'est-à-dire une grève où il y a un maximum de rapports de force et le moins de jours de grève possible, où voilà, on dit ouais, on va tenir sur la durée. Et puis en fait, très rapidement, vu que le calendrier est dévoilé 3 mois à l'avance, on s'aperçoit que c'est une stratégie perdante, c'est la stratégie de la défaite, et que la direction en fait a le temps de s'organiser. Au bout de 2 semaines, la direction est complètement organisée. Voilà, c'est comment sortir la production des trains. Et du coup, en fait, c'était une grève pour négocier. Et à ce moment-là, on le voyait très bien. Ce que voulaient les cheminots, c'était pas la négociation. Ce que voulaient les cheminots, c'était le retrait du pacte ferroviaire. C'était aller jusqu'au bout. C'était en fait décrocher une victoire contre ce gouvernement. Nous, on ne voulait pas on ne veut pas et on ne veut toujours pas de la privatisation en fait. Même avec toutes les tentatives qu'on a pu faire avec à l'Intergare, le cadre un peu d'auto-organisation qu'on a construit pour contrer en fait la stratégie perdante des directions syndicales, partir vers la direction en fait d'une grève reconductible où voilà, on était quand même un bon noyau. On voyait que ça donnait la pêche en fait aux autres cheminots en province, où on débattait de la question de la stratégie, de qu'est-ce qu'on faisait, comment on construisait la grève, de bousculer en fait cette intersyndicale par le haut et de leur montrer que la démocratie en vrai, quand elle existe vraiment, bah en réalité on exigeait le retrait et des modalités différentes. Et ça a été une démonstration qui a été flagrante euh, dans cette grève. Enfin, moi, je me rappellerai toujours de ce jour où, où on était à Saint-Lazare. Voilà, on a fait une action à Saint-Lazare et puis après, on a été en fait en bas de l'intersyndicale. Et je me rappelle, l'intersyndicale a appelé la police contre nous, les cheminots grévistes. Et à ce moment-là, on réalise un tas de choses. Enfin, c'est indescriptible ces moments-là quand on est en grève, quand on est en lutte, que
notre vision de la société change, notre perception des choses change, ça change profondément. Édouard Philippe, ferme ta gueule! Édouard Philippe, ferme ta gueule! Ces 3 mois, ils ont été uniques. Ça permet de se libérer, de son temps de travail, de réfléchir comme on n'a jamais eu à le réfléchir. Et à la fin, c'est ce qui m'a convaincu en fait de militer, de rejoindre les rangs de Révolution Permanente. La force des travailleurs! C'est la paix! La force des travailleurs! Par la suite, voilà, on connaît l'histoire. Macron a tremblé. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, cette explosion sociale de grande ampleur qui a ouvert une situation en fait à l'international inédite. Voilà, comme on en a rarement vu des images où on voit voilà tout ce boxon en fait à l'Arc de Triomphe. J'ai du mal à trouver un mot pour le qualifier tellement que c'est fort quoi. Nous, on pouvait être là aussi avec les Gilets jaunes, qu'on était capable de comprendre en fait cette frange de la population qui se mobilise et qu'on ne voit pratiquement jamais, qu'on est capable en fait d'avoir des accords en commun. Et au final, voilà, la plupart des Gilets jaunes, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, en fait, ils disaient oui, on soutenait pas les cheminots pendant la réforme ferroviaire. Et finalement, on avait tort. Quand on a été dans ce mouvement-là, on a accepté clairement, avec les cheminots de l'Intergare, de faire de la politique, de venir en fait dans ce mouvement, de faire de la politique, de faire la démonstration avec ce qu'on appelle le pôle Saint-Lazare, c'est-à-dire que tous les samedis, on allait en fait devant la gare Saint-Lazare, parce que c'était le plus proche des Champs-Élysées. Voilà, nous on faisait nos AG, on invitait en fait les Gilets jaunes à venir, et à la fin en fait c'est devenu quelque chose d'énorme, notamment avec les quartiers populaires, le comité Adama, et c'est devenu quelque chose d'énorme en fait, où un tas de travailleurs qui avaient du mal à s'identifier dans le mouvement des Gilets jaunes, qui avaient du mal à l'intégrer, enfin voilà, qui avaient plus des tendances syndicalistes, en fait à venir dans le mouvement et à exprimer aussi eux leur opinion et de montrer que eux aussi ils étaient là en fait avec les Gilets jaunes pour se battre. C'est pas au patronat! La vraie démocratie! La poursuite de la grève à la SNCF au départ et à l'arrivée de Montparnasse pour le 6e jour consécutif, le trafic est perturbé aujourd'hui avec un petit peu plus de 3 trains sur 10 en circulation. À l'origine de ces perturbations, 200 grévistes du centre de maintenance de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Ils protestent contre leurs conditions de travail. Ce mouvement-là, il est parti d'un seul coup, un 21 octobre au soir, une nuit. Voilà, la direction voulait supprimer notre accord local qui comprenait des journées de repos. Et on a vu ça a bousculé en fait le quotidien des collègues. Voilà, au départ, voilà, ils ont proposé des nouveaux plannings comme ça et ça a été rejeté massivement. On a choisi ça, on a choisi en fait plus d'être comme une famille, des travailleurs de l'ombre que l'on ne voit pas, auxquels on ne pense jamais, la maintenance des trains, où voilà, en fait, on s'est arrêté de travailler et on a vu en fait au bout de 48 heures le résultat. Des trains supprimés partout à Montparnasse. Et au final, après, on a vu derrière, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il y a un autre technicentre qui nous a rejoint, le technicentre du Landy, voilà, qui eux aussi sont partis en grève. On a fait trembler la SNCF. Aujourd'hui, c'est les cheminots de tout en bas, les cheminots du bas, les cheminots les plus précaires ont fait trembler la SNCF. Là où on voyait à chaque fois que les conducteurs, bah en fait, on a tout remis en question. On a fait une vraie démonstration que voilà, en fait, ils peuvent mettre toutes les règles qu'ils veulent, ils peuvent faire passer toutes les lois qu'ils veulent. C'est-à-dire voilà, d'essayer d'entraver notre grève. Bah, au final, nous, si on se met en grève, qu'on est en colère et qu'on s'organise, et ben au final, toutes les lois qui peuvent passer, elles n'ont aucun effet parce qu'à partir de ce moment-là, le moteur ne tourne plus. La courroie de distribution n'est plus là, le moteur ne tourne plus et tout est arrêté, quoi. Donc c'est un des faits marquants de cette grève. Il faut en fait toujours s'organiser, il faut toujours chercher à avoir un pion d'avance, en fait, de tout le temps réfléchir, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de la stratégie, de calculer en fait chaque journée, de cerner les positions de la direction. Prise 421, action! Ouais, on est en direct du technicentre de Châtillon, on est au 43e jour de grève.
Donc nous on lâchera pas, on ira jusqu'au bout. Eh les gars, est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Non, on va pas. Jamais, jusqu'au mois de juin, juillet, août. Déter. Donc voilà, n'hésitez pas à donner à notre pause solidaire. On va se battre pour nous, mais on va se battre aussi pour nos enfants. En décembre, illimité. En décembre, illimité. En décembre, illimité. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Ce qu'on voit aujourd'hui dans ce rassemblement, c'est des gens comme nous, c'est les travailleurs du rail, c'est des gens qui tirent des trains, c'est des gens qui tirent des métros, c'est des gens qui tirent des bus, et ils font la même chose que nous, ces gens-là. On est séparés par corporation, mais en fait, on s'aperçoit que si la RATP et la SNCF sont en grève, il n'y a plus rien qui roule, tout est bloqué. La réforme des retraites, ça a commencé le 13 septembre. Cette journée-là, je m'en rappelle, moi, elle m'a marqué parce que pareil, j'ai ressenti ce même moment de tension que pendant la réforme ferroviaire. Dans ma tête, je me suis dit ça, Clem, dans 3 mois, ça va éclater. Dans 3 mois, on va vivre quelque chose de fort. Dans 3 mois, on va à nouveau se frotter à ce gouvernement. Et peut-être que là, cette fois-ci, il y a vraiment une occasion de le renverser. Il y avait en plus, voilà, on était encore en plein mouvement des Gilets jaunes. Donc, il y a eu un peu, en fait, des théories de faire un peu du chassé-croisé. C'est-à-dire, en fait, un mouvement avec les méthodes des travailleurs de notre classe qui est de la grève et les méthodes plus radicales des gilets jaunes, c'est-à-dire la contestation un peu des manifestations plan-plan qu'on peut faire Bastille Nation, voilà, avec beaucoup plus de détermination, de radicalité. Et ce mélange-là, ça donnait un cocktail explosif pour la suite. Et c'est là en fait que nous, en tant que militants politiques organisés, on rentre aussi en action, c'est-à-dire le fait d'avoir fait des rencontres RATP-SNCF. Voilà, on faisait des rencontres RATP-SNCF à la mairie de Saint-Denis. Ces moments-là, c'est pareil, c'est des moments marquants où on voit en fait que ce n'est pas les syndicats qui ont organisé les travailleurs, qui ont préparé les travailleurs, qui ont préparé cette jonction justement qui était qui coulait de source en fait, qui était logique entre la RATP et la SNCF, de faire le lien en fait sur la question des transports, de voir que on a beau être dans 2 entreprises différentes, au final, nos intérêts sont les mêmes. Il y a eu Noël et il y a eu l'annonce de la trêve de la part de la CGT. Ça a été en fait une expérience pour les travailleurs de la RATP, enfin voilà, et qui montre encore une fois le rôle néfaste des directions syndicales, c'est-à-dire que voilà, on se voit en fait le 9 janvier et puis bonnes vacances quoi. À un moment en fait, on a vraiment cru qu'ils allaient arrêter la grève et que pour nous, c'était pas possible d'arrêter la grève. Ici, des grévistes de la SNCF et de la RATP ont convoqué la presse pour commenter en direct les propos d'Emmanuel Macron. On tient à passer le message. Cette grève, faut la généraliser. Et on peut faire plier ce gouvernement. Il fallait continuer, peu importe les vacances de Noël. Le but, c'était de continuer, de combattre la réforme, vacances ou pas vacances. On a transformé en fait les rencontres RATP-SNCF en coordination RATP-SNCF. Donc, il y avait en fait des dépôts de la RATP, des dépôts de bus. Il y avait des agents RATP du RER, du métro. Voilà, nous, côté SNCF, voilà, on était là avec le Texan de Châtillon. Il y avait les cheminots de Paris-Nord, du Bourget, enfin, de Saint-Lazare. Voilà, et c'était une manière de s'organiser qui était forte. Et puis, j'avais l'impression que par rapport à la grève de 2018, on avait fait aussi un pas en avant, voilà, de montrer que les grévistes, en fait, la grève, elle est aux grévistes, que c'est à eux de la diriger, qu'on est capable de diriger une grève. Et au final, voilà, ça amène à des actions spectaculaires, comme on a pu voir en fait à Gare de Lyon ou plein d'autres actions qu'on a pu faire en fait, et c'est là qu'on a vu aussi la force qu'on pouvait avoir en dehors de cette direction syndicale, de cette bureaucratie syndicale en fait qui est passive, où on voyait en fait la CFDT qui a essayé de négocier en fait jusqu'au bout le poids des chaînes. D'ailleurs nous, la CFDT, on l'a envahi et ça a dévoilé plein de choses. Enfin moi je me rappelle en fait du soutien que la CFDT a bénéficié. Enfin, j'avais l'impression qu'on avait touché un point sensible, un point où il fallait pas mettre son nez, et ça a montré, ça a fait la démonstration d'énormément de choses aux travailleurs, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement a défendu direct en fait la CFDT, la bureaucratie de la CGT a été totalement en solidarité avec la CFDT. En fait, toutes les directions syndicales se sont groupées aussi encore une fois contre les grévistes et ont fait cette démonstration-là, de dire que c'était leur rôle à eux de négocier, de dialoguer en fait
avec le gouvernement, avec les patrons. Et comme si en fait les grévistes n'avaient pas leur mot à dire, quoi. C'était injuste. La CFDT ne représentait rien dans le mouvement et ils étaient en train de négocier clairement à la place des grévistes. Et nous, on a remis en fait l'église au milieu du village, on les a remis en place et c'était significatif, quoi. Même l'extrême droite a apporté son soutien à la CFDT. Dans ces moments-là, ça nous fait poser des questions. Donc au final, voilà, ça a montré, ce mouvement, il a montré beaucoup de choses. Le moment où la grève elle commence à s'atténuer, on commence en fait à élaborer la deuxième mi-temps avec les leçons qu'on a retenues de la première partie de la grève. On commence à s'organiser avec un secteur large, à faire un meeting. Il y a les chercheurs, les éboueurs, la RATP, la SNCF, l'éducation nationale, les gilets jaunes, les raffineurs, les égoutiers, l'énergie. On est en train de lier tous ces secteurs-là à travers un même but, une même boussole politique, celle d'une grève dure en fait contre le gouvernement, contre cette réforme des retraites. C'était incroyable, on a fait la démonstration que les travailleurs peuvent s'organiser, peuvent faire leur propre meeting, peuvent exprimer leur propre opinion, peuvent motiver en fait les travailleurs, leur donner du courage, de l'espoir. Et c'était une démonstration vraiment exceptionnelle. Et puis après, ça s'est arrêté de manière brutale avec le Covid, mais j'aurais vraiment aimé voir en fait ce que ça aurait pu donner s'il n'y avait pas eu le Covid, cette expérience, ce que ça aurait pu donner, parce que c'était vraiment quelque chose de fort à ce moment-là. C'est un peu toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui je milite politiquement, que nous on veut construire ce parti révolutionnaire des travailleurs, que c'est un projet qu'on propose au sein du NPA et qu'on appelle en fait l'ensemble des travailleurs qui ont fait une expérience dans ces diverses séquences de lutte de classe, en fait à venir construire ce parti-là avec nous. Et on lance aussi cet appel-là en fait aux militants révolutionnaires, aux militants de lutte ouvrière notamment, à nous rejoindre, voilà, pour avoir ce parti-là qui peut répondre justement avec pour centre de gravité la lutte de classe. J'invite en fait tous les travailleurs qui veulent s'organiser, qui veulent renverser le système, qui veulent faire la révolution, qui en ont marre en fait de ce système d'être exploité, d'être opprimé, de construire quelque chose dans ce sens-là, un parti qui est à notre image, qui a l'image en fait de la classe ouvrière aujourd'hui, et de renverser le système, de faire une révolution internationale, de changer le monde, d'empêcher le monde de brûler, de mettre fin à toutes ces oppressions, toute cette exploitation, de s'organiser entre nous. Voilà, on le voit dans des grèves qu'on est capable de le faire, on le fait de manière en fait microscopique, mais en fait de développer ça à une grande échelle, de montrer qu'on n'a pas besoin en fait de toute cette bourgeoisie qui nous opprime, que c'est pas eux qui font tourner le monde, c'est nous, et qu'à juste titre, c'est à nous de nous organiser pour.